le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAPDEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage, sciences de l'éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie. Je suis Théophile Dicien, votre tuteur au niveau technique. Au terme de la séance d'apprentissage qui portait sur le dit hybridisme, nous avons laissé cet exercice où nous avons un éleveur qui, après 4 ans, obtient à partir d'un couple de cobayes, à pelage gris et lisse, 128 petits, répartis comme suit. 72 cobayes gris à pelage lisse, 24 cobayes gris à pelage rude, 24 blancs à pelage lisse et 8 blancs à pelage rude. Il faut déterminer les caractères étudiés. Comme vous avez suivi dans les précédentes vidéos, on se rend compte qu'on étudie ici 2 caractères. Premièrement, la coloration du pelage, bien de la fourrure du cobaye. Et on s'intéresse aussi à la texture du pelage. Soit c'est lisse, soit c'est rude. Pour la coloration, soit c'est gris, soit c'est blanc. On a demandé de préciser si les gènes qui contrôlent les caractères étudiés sont indépendants ou non. Pour cela, il faut exploiter l'énoncé et calculer les proportions phénotypiques obtenues à la F2, visiblement hétérogène. On a eu 128 cobayes au total et en divisant donc chaque effectif par ce total, on obtient la valeur de la proportion phénotypique. Et nous voyons que ces proportions se rapprochent des proportions théoriques. Dans le cas d'espèce, 9/16 pour le phénotype gris lisse, 3/16 pour le phénotype gris rude, 3/16 pour le phénotype blanc lisse et 1/16 pour le phénotype blanc rude. On remarque que, il faut remarquer que les 2 premiers, c'est-à-dire le phénotype gris lisse et le phénotype blanc rude sont des phénotypes parentaux, tandis que les autres sont recombinés. On conclut donc qu'il s'agit ici des proportions théoriques d'un dihybridisme à gène indépendant. Faisons maintenant une interprétation chromosomique pour expliquer la formation des gamètes par le couple de cobayes à pelage lisse. Vu les résultats de la descendance, vu que la descendance est hétérogène et dont les proportions phénotypiques sont caractéristiques, on admet donc que les parents sont hétérozygotes. Et avant cela, il faut déjà dégager la notion de dominance. Ici, vu que le phénotype dominant est majoritaire, on peut donc admettre que c'est le phénotype gris et lisse qui est le phénotype dominant. Pour cela, on va donc considérer des couples d'allèles, grand G, dominant, qui domine sur petit b, c'est-à-dire l'allèle qui correspond au blanc qui est récessif. Pour ce qui est de la texture,
l'allèle lisse qu'on va nommer grand L domine sur l'allèle plus de nommer petit r qui est récessif. Bien sûr, les parents étant hétérozygotes, on écrit leur génotype comme vous voyez, sachant que les gènes sont indépendants, vu que les deux parents sont hétérozygotes, chacun produit les gamètes suivant cet échiquier. On a 4 types de gamètes, gamètes GL, G petit r, petit b, L et petit b, petit r. Donc, soit 4 types de gamètes. Alors, interprétons de façon chromosomique, faisons une interprétation chromosomique pour montrer comment on aboutit donc aux 4 types de gamètes dans l'échiquier. Nous avons vu que le mécanisme qui permet l'obtention de ce type de gamètes est le brassage interchromosomique. Pour cela, nous avons proposé ce schéma. Nous avons donc la cellule du parent hétérozygote à métaphase 1. Au cours de la métaphase 1, il y a séparation des chromosomes qui étaient appariés selon des combinaisons et ce de façon aléatoire. Et on a donc 2 cas possibles. Vous voyez donc ici on a grand G, grand L à un pôle. Par contre, ici on a grand G, petit R à l'autre pôle. Donc, pour chaque cas d'anaphase, on aura la télophase 1. Les cellules vont effectuer la télophase 1 et vont donner 2 cellules haploïdes selon le premier ou le second cas. Et les cellules haploïdes sont en métaphase 1, comme vous pouvez le voir. Et chaque cellule ici va effectuer la phase 2. Et au cours de la phase 2, les chromatides des chromosomes vont se séparer et migrer vers les pôles, suivant les combinaisons possibles. Vous avez les 4 combinaisons qui sont prévisualisées là. Et maintenant, chaque cellule qui a effectué l'anaphase 2 va effectuer la télophase 2. Et pour le premier cas de figure, on va obtenir la combinaison grand G, grand L, qui est une combinaison parentale. Et on va obtenir la combinaison ici, petit b, petit r, qui est aussi une combinaison parentale. On peut obtenir aussi la combinaison, on va obtenir les gamètes au génotype recombiné, grand G, petit r, et les gamètes au génotype recombiné, petit b, grand R. Ainsi se déroule donc le brassage interchromosomique, lequel a permis d'obtenir les 4 types de gamètes. Nous entrons dans notre leçon du jour qui porte sur le tri-hybridisme. La leçon sera présentée suivant ce plan. Nous allons utiliser un exemple. L'objectif ici est de pouvoir être capable, à la fin de cette présentation, lorsque vous aurez bien suivi les explications, vous serez capable d'interpréter les résultats d'expérience sur le tri-hybridisme. Pour cela, il est important de rappeler que le dihybridisme est un croisement entre 2 parents qui ne diffèrent que par 2 gènes, c'est-à-dire 2 couples d'allèles ou alors 2 caractères héréditaires. Et vous savez déjà, les gènes indépendants sont des gènes dont les allèles sont localisés sur les paires de chromosomes homologues différentes. Le brassage interchromosomique, important, il faut toujours rappeler, c'est cette recombinaison aléatoire entre les allèles des gènes situés sur les paires de chromosomes différents. Ce mécanisme se prépare à la métaphase 1 et se concrétise à l'anaphase 1. Et ça permet d'obtenir des gamètes équiprobables, soit 2 gamètes au génotype parental et 2 gamètes recombinés. Bien, voilà donc pour nos rappels, et nous entrons de plein pied dans notre leçon avec votre camarade qui est confus lorsqu'il lit dans un livre de SVT-EHP l'énoncé suivant. On croise 2 drosophiles de phénotype sauvage et à la descendance, tous les drosophiles ont le phénotype sauvage. Par sauvage, on entend ici yeux rouges, corps gris et ailes longues. Donc voilà les caractéristiques des drosophiles sauvages. À ce niveau, ça va. Pourtant, il découvre un deuxième croisement où les drosophiles sauvages sont croisés entre elles et il obtient une descendance constituée globalement ici par
8 groupes phénotypiques. Alors, comment 2 croisements dont les parents ont le même phénotype donnent des résultats différents? Et on a 8 groupes phénotypiques, donc ça ne ressemble pas à ce qu'on a eu l'habitude de voir. Nous allons donc essayer d'expliquer comment la transmission de ces caractères s'est faite entre ces drosophiles pour qu'on ait ces différences dans les résultats. Pour cela, on a sélectionné donc certaines hypothèses, parmi lesquelles on peut dire que, parmi lesquelles, par exemple, les parents, pour les 2 croisements, sont de race pure et les gènes sont indépendants. Une deuxième hypothèse, les parents pour le premier croisement sont de race pure et les parents pour le deuxième croisement sont hétérozygotes, les gènes étant indépendants. Les parents pour le croisement 1 sont hétérozygotes. Les parents pour le croisement 2 sont homozygotes, les gènes étant indépendants. Quelqu'un peut proposer que l'hérédité est gonosomale pour les croisements 1 et 2. Je pense que ça peut être la réponse à la préoccupation de votre camarade. Très bien. Voilà pour nos hypothèses et nous allons les vérifier. En étudiant un exemple, on va donc comprendre comment les 3 caractères sont transmis. Nous allons donc considérer l'expérience suivante, qui est en fait l'énoncé découvert par votre camarade. Nous allons travailler dessus. Voilà 2 drosophiles au phénotype sauvage. Un croisement entre elles donne des drosophiles au phénotype sauvage. Ça, c'est pour le premier croisement. Et on a dit que le phénotype sauvage, c'est un ensemble de 3 caractères, c'est-à-dire les yeux rouges, le corps gris et les ailes longues. Le croisement 2, ça implique toujours les mêmes phénotypes. Une drosophile sauvage croisée avec une drosophile sauvage. Mais comme on a vu, on obtient 8 groupes phénotypiques différents, soit 651 drosophiles aux yeux rouges, au corps gris, aux ailes longues, 24 aux yeux ambrés, corps blanc et vestigial, 217 aux yeux rouges, corps blanc, ailes longues, 218 drosophiles aux yeux rouges, au corps gris, aux ailes vestigiales. Remarquez déjà qu'il y a des nouveaux caractères qui apparaissent. 63 drosophiles aux yeux rouges, au corps blanc et aux ailes vestigiales. 21 drosophiles aux yeux amples, au corps gris, aux ailes longues. 72 drosophiles aux yeux amples, au corps blanc et aux ailes longues. Et 73 aux yeux amples, au corps gris et aux ailes vestigiales. Naturellement, on va donc déterminer le type de croisement et justifier la réponse. Il s'agit bien évidemment d'un tri-hybridisme, et ceci parce qu'on étudie la transmission de 3 caractères, à savoir la coloration des yeux, la coloration du corps et la longueur des ailes. On va déterminer si les gènes étudiés sont portés par les autosomes ou les gonosomes. Alors ici, il est important de rappeler que lorsqu'on fait les croisements entre mâles et femelles, c'est-à-dire si on fait des croisements inverses et que la descendance est homogène, alors on a affaire à une hérédité autosomale. Ou si on veut aller un peu plus loin, si on a une descendance hétérogène, il faut tout simplement remarquer que la distribution des phénotypes ne se fait pas selon le sexe. Et c'est le cas pour ce croisement. Et on va donc rejeter l'hypothèse que l'hérédité est liée au sexe, que les gènes sont portés par les chromosomes. Et on va donc conclure en disant que les gènes sont portés par les autosomes. Déterminons la relation de dominance entre les allèles. Il faut remarquer ici que pour la descendance obtenue pour le deuxième croisement, le phénotype yeux rouges, corps gris et longue est le phénotype majoritaire. On a eu 8 gros phénotypes et ce phénotype est bien majoritaire. Cette remarque nous permet donc de relever que pour les 3 caractères, il existe donc 3 groupes d'allèles. On va noter dans l'allèle rouge, grand R, qui domine sur l'allèle ambre, petit a, récessif. Ambre étant un phénotype qui est apparu dans la F2. Pour la coloration du corps, on va considérer l'allèle grand G, c'est-à-dire gris, qui domine sur l'allèle petit b, c'est-à-dire blanc récessif.
On va considérer l'allèle grand L pour l'homme qui domine sur l'allèle vestigial, petit v, récessif. Interprétons les résultats obtenus pour chaque croisement. Bien, la F1 déjà obtenue pour le premier croisement est homogène. Cela sous-entend déjà que les parents sont de race pure. Donc nous pouvons écrire les génotypes comme vous lisez. Et cette fois, contrairement au dihybridisme, on a affaire à 3 couples d'allèles. Mais ici, comme les parents ont le même génotype, parce que c'est les drosophiles de type sauvage qu'on a croisés entre elles, c'est évident qu'ils vont produire chacun les mêmes types de gamètes et la F1 produite aura ce génotype. Ça, c'est pour le croisement 1. Or, on a vu que pour le croisement 2, il a croisé les drosophiles phénotype sauvage. Les deux ont le phénotype sauvage, mais cette fois, la descendance est hétérogène. Ça veut donc dire que les drosophiles qu'il a croisés au départ, qui ont été croisés au départ, sont hétérozygotes. Pour cela, on va donc écrire le génotype des drosophiles sauvages. Vous voyez que l'écriture génotypique est différente de celle adoptée tout à l'heure. Donc, grand R petit a, grand G petit b, grand R petit v. Pour les deux, c'est le même génotype pour les deux drosophiles. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que les gènes, comme les gènes sont indépendants, nous allons voir comment écrire l'échiquier de gamètes. Pour cela, avant qu'on les découvre, il faut choisir un premier couple d'allèles, déduire les gamètes, comme c'est dans mon monohybridisme, et considérer 2 autres couples d'allèles et à partir de ce couple, déterminer les types de gamètes. Et on va observer. Donc, pour le premier couple, on a choisi CRA, et on prend les 2 autres couples d'allèles, c'est-à-dire grand G petit b et grand L petit v. Comme point d'hybridisme, on va donc sortir les 4 types de gamètes possibles pour ce couple. Et on va maintenant associer à ces 4 gamètes les gamètes issus du premier couple. Donc on aura RGL, R grand G petit v, R petit b grand R, R petit v petit v, petit a grand G grand L, petit a grand G petit v, petit a grand b grand L, petit a petit b petit v. Vous voyez donc qu'on obtient 8 types de gamètes. Alors, comme point d'hybridisme, on va donc construire un échiquier de croisement. Et cet échiquier de croisement, comme on a 8 types de gamètes que chaque individu peut produire, on va donc faire un échiquier de gamètes. On aura, pour la première colonne, les 8 types de gamètes, et pour la première ligne, les 8 types de gamètes. Et comme on a procédé pour le dihybridisme, il faut maintenant combiner ces gamètes pour avoir les génotypes. Et pour faciliter la tâche, on a donc réalisé cet échiquier. Voilà, vous avez les 8 types de gamètes pour la première drosophile. Ensuite, les 8 types de gamètes pour la seconde drosophile. Là, on a une fois déduit les phénotypes. Donc voilà, les phénotypes. Et en réalité, ces phénotypes vont correspondre à 64 génotypes. Lorsqu'on va donc faire l'inventaire des différents groupes phénotypiques ici de cet échiquier, on va donc déterminer les proportions et comme pour le dihybridisme, on va sortir les proportions pour les phénotypes parentaux. Lorsqu'on compte bien, on aura 27 génotypes sur 104 qui vont correspondre au phénotype R, grand G, grand L. Un génotype sur 104 ici qui va correspondre au génotype petit a, petit b, petit v. Ensuite, pour les phénotypes recombinés, on aura 9 génotypes sur 104 qui vont correspondre autant pour moi au phénotype grand L, petit b, grand L. 9 sur 64 génotypes qui vont correspondre au phénotype grand R, grand G, petit v. 9 sur 64 génotypes qui vont correspondre au phénotype petit a, grand G, grand R.
364 qui vont correspondre au phénotype grand R, petit v, petit b. 364 qui vont correspondre au phénotype petit a, petit b, grand R. 364 qui vont correspondre au phénotype petit a, grand G, petit v. Donc, nous avons 6 phénotypes recombinés et 2 phénotypes parentaux. Bien. Maintenant, si on revient, ça ce sont nous allons là calculer, déduire les proportions théoriques. Si on revient aux effectifs que nous avons eu au croisement et qu'il faut calculer les proportions phénotypiques, on va donc voir si ces proportions calculées correspondent aux proportions théoriques que nous venons de déduire tout à l'heure. Si on somme donc les drosophiles de la F2, on aura un total de 1545 individus. Et lorsqu'on va donc diviser les totaux pour chaque groupe phénotypique par le total des individus, on va donc avoir des valeurs, on va donc obtenir des valeurs qui seront sensiblement égales aux proportions théoriques. Et là, on est sûr que l'expérience, les résultats obtenus pour cette expérience correspondent bien à celle d'un trihybridisme autosomal avec gène indépendant. Bien, si on réalise maintenant un test cross en prenant donc une drosophile hétérozygote, par exemple, qu'on croise avec une drosophile petit a, petit b, petit v, c'est-à-dire vieux ambre, corps blanc et vestigial, on obtient une descendance constituée par 8 groupes phénotypiques, mais remarquez que les phénotypes sont équiprobables. Les effectifs sont presque équivalents ici. Cela permet donc de confirmer que la drosophile testée ici en réalité est hétérozygote au cas où on ne connaissait pas son génotype. Et s'il faut interpréter les résultats, on va donc écrire le génotype de la drosophile hétérozygote et le génotype de la drosophile récessive. La drosophile hétérozygote, comme vous avez vu, produit 4 types de gamètes. On a expliqué comment on construit l'échiquier de gamètes dans ce cas. La drosophile homozygote petit a, petit b, petit v produit un seul type de gamètes. En faisant donc les combinaisons, vous voyez qu'on aura 8 génotypes et lesquels vont correspondre aux 8 phénotypes, mais selon la proportion 1/8. Et on peut donc vérifier avec les proportions observées, vous verrez que c'est le même résultat. On va donc retenir que pour un trihybridisme autosomal avec dominance allélique et gènes indépendants, si on considère donc 3 gènes, le gène 1 dans le couple d'allèles écran A petit a, le gène 2 dans le couple d'allèles écran B petit b, le gène 3 dans le couple d'allèles écran C petit c. Si on considère un premier croisement entre un parent au phénotype dominant et un parent aussi, un phénotype récessif, et que là, lorsque c'est le cas, on va obtenir F1 homogène, mais hétérozygote. Et si on traduit donc en termes de génotype, ça va nous donner ceci. Donc, les parents homozygotes vont produire chacun un seul type de gamètes, et les gamètes en fusionnant, on aura F1 homogène, mais hétérozygote. Et les individus de la F1 vont produire 8 types de gamètes, comme nous avons expliqué tout à l'heure. Et les 8 types de gamètes, ça correspond, comme on a vu avec le trihybridisme, c'est-à-dire si on considère n étant le nombre de gènes étudiés, en appliquant la formule 2 à la puissance n, comme on a fait à 3 gènes cette fois, on écrit 2 à la puissance 3 pour un individu hétérozygote et cela permet de déduire qu'il va produire 8 types de gamètes. Il faut retenir qu'un test cross effectué entre un individu dont on veut connaître le génotype et un parent au phénotype récessif, si l'individu est hétérozygote, on va obtenir 8 phénotypes équiprobables. Donc, la proportion est 1/8, c'est-à-dire que chaque génotype vient une fois sur 8. Bien sûr, nous avons vu qu'un croisement entre les individus de la première génération phénotype dominant
s'ils sont hétérozygotes, on va obtenir une F2 composée de 8 phénotypes selon les proportions 27, 64, 9, 64, 9, 64, 3, 64, 3, 64, 3, 64 et 1 sur 64. Et cette distribution phénotypique est le résultat du brassage interchromosomique qui s'est préparé à la métaphase 1 et s'est concrétisé à l'anaphase 1. Bien sûr, les résultats statistiques qu'on obtient à la F2, comme on a vu pour le dividisme, obéissent à la troisième loi de Mendel, qui est la loi de la ségrégation indépendante des caractères, des couples d'allèles, et comme je disais, d'éléments. On va parler aussi des caractères multiples. Alors, il faut relever, et ça c'est important, que tous les cas que nous avons étudiés depuis le monohybrидisme sont des cas d'une hérédité monofactorielle. C'est-à-dire quoi? Que un gène correspond à un caractère. Dans tous les cas qu'on a dit, ce sont des cas d'hérédité monofactorielle. Un gène correspondant à un caractère. Bien. Voilà, chers apprenants, vous avez découvert comment on interprète les résultats d'une expérience pour le trihybridisme. Et nous revenons donc à la situation de notre camarade. Il est perplexe parce qu'il a, pour deux croisements dont les parents ont le même phénotype, il a des résultats différents. Nous allons maintenant revoir les hypothèses qui ont été proposées, soit nous allons les valider, soit nous allons les rejeter. Les parents, pour les croisements 1 et 2, sont de race pure et les gènes sont indépendants. Cette hypothèse est rejetée parce que pour le premier croisement, la descendance est uniforme. Donc là, on admet que les parents sont de race pure. Mais pour le deuxième croisement, vu que la descendance est hétérogène, les parents ne sont pas de race pure. Pour la deuxième hypothèse, on dit que les parents pour le croisement 1 sont de race pure et les parents pour le croisement 2 sont hétérozygotes. Cette hypothèse est bel et bien confirmée. Les parents pour le croisement 1 sont hétérozygotes et les parents pour le croisement 2 homozygotes, les gènes étant indépendants. C'est plutôt le contraire, on rejette l'hypothèse. L'hérédité est gonosomale pour les croisements 1 et 2. Nous venons de démontrer que l'hérédité est autosomale, donc on rejette l'hypothèse. Bien, si on a donc compris cette leçon, on peut s'appliquer sur cet exemple. On considère la transmission des caractères suivants: la couleur du corps, la présence des soies et la longueur des antennes. Soit le croisement entre un individu hétérozygote ayant le phénotype dominant, corps noir soit présent et antennes longues, et un individu triple récessif dont le corps est blanc, les soies sont absentes et les antennes sont courtes. On demande d'écrire le génotype des parents. Vu que l'énoncé a déjà donné des informations concernant la relation de dominance entre les allèles, on va donc juste faire l'inventaire. On va considérer grand N pour noir, dominant sur petit b blanc récessif, ça c'est pour le corps. Pour ce qui est la présence des soies, on considère grand P, qui est l'allèle dominant, il domine sur petit a, qui signifie soie absente qui est récessif, et l'allèle grand L, pour antenne longue, dominant sur l'allèle court petit c récessif. Je rappelle qu'on écrit cela parce qu'on a déjà précédemment énoncé qu'un parent a le phénotype dominant et l'autre est triple récessif. Donc on écrit le génotype des parents. Voilà le génotype du parent hétérozygote. Voilà le génotype du parent triple récessif. Donc logiquement, si on doit écrire le génotype des descendants et en déduisant leur proportion théorique, et il faut se rendre compte que on a affaire, on a fait un test cross. Donc, le parent hétérozygote va produire 8 types de gamètes selon cet échiquier. Vous avez déjà vu comment on construit cet échiquier.
Donc, il va produire 8 types de gamètes, c'est-à-dire à la puissance 3 gènes étudiés. Et le parent homozygote va produire un seul type de gamètes. Si on construit l'échiquier de croisement, on aura donc 8 groupes phénotypiques. On peut lire par exemple corps noir, soit présente L longue, ça c'est le premier phénotype. Vous pouvez lire un autre phénotype ici, corps noir, soit absente antenne courte. Ici, corps blanc, soit absente antenne courte. Donc voilà les 8 phénotypes qu'on peut avoir. On sait déjà lire les phénotypes. Et on va donc se séparer avec ce devoir pour consolider les acquis. On va considérer un généticien qui croise deux variétés de spermaphites, l'une hétérozygote au phénotype dominant, à graines jaunes, lisse et riche en amidon, l'autre de race triple récessif, à graines vertes, ridées et pauvres en amidon. On demande de déterminer les caractères étudiés. Ensuite, il faut écrire les génotypes des gamétophytes produits par chaque variété, puis les génotypes des zygotes principaux. Gamétophytes et zygotes principaux vous rappellent quelque chose. Je vous retrouve pour la prochaine leçon qui porte sur le brassage intrachromosomique.